Puis on rentre à la maison. Et là, le choc. On est seul avec ce petit être qui a besoin de nous, qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes, on ne se connaît plus vraiment. Et on doit pourtant s'adapter et rien du tout ne se passe comme prévu. Bienvenue dans Chérie, pose le doudou, le podcast qui parle du couple, de la parentalité et de soi. Sans chichi, avec fun et authenticité. Nous sommes Serge et Martine Lebon, mariés et parents de 4 garçons pleins d'énergie. Ici, on parle de ce que ça fait vraiment d'être en couple quand on est parent. Des moments où on ne se comprend plus, des nuits trop courtes, des tu peux le prendre 2 secondes, mais c'est qui fait à manger? Et les devoirs alors? Mais aussi de tout ce qu'on peut retrouver quand on prend le temps de se poser à deux. Parfois c'est doux, parfois c'est piquant, mais toujours vrai. Installe-toi dans ton canapé avec ta boisson préférée ou marche un peu. On est là pour t'accompagner dans cette grande aventure. Hello! Pour mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui et pourquoi on est devenu coach de couple en parentalité, il faut remonter quelques années en arrière. Quelques années, ça fait 20 ans. En mars 2005, Serge et moi, on s'est rencontrés au boulot. Et très vite, une alchimie est née. On est devenus amis d'abord. J'adorais ça. Il passait du temps à m'écouter et c'était bien la première fois. On passait beaucoup de temps ensemble et on partageait les mêmes valeurs, les mêmes rêves. Bien souvent, on s'appelait pour ne rien se dire. Ça pouvait durer des heures. Vous savez, ce genre de coup de fil où vous avez juste besoin de la présence de l'autre. Ben, pour nous, c'était un peu comme ça au départ. Et bon, on va pas se mentir, il avait un physique d'Apollon. Ça a clairement aidé pour notre relation. Notre amitié s'est transformée en une vraie romance. J'avais des fleurs, des petits cadeaux, des bijoux. J'étais une vraie princesse. Et rapidement, on a eu envie de fonder une famille. Franchement, on se sentait prêt. Ouais. Et en juillet 2005, j'ai découvert que j'étais enceinte. On a explosé de joie. Mais est-ce que vous avez dit que devenir parent pouvait faire exploser un couple? Nous, non. Alors imaginez un peu la scène. Serge et moi, assis dans le salon de mes parents, après seulement 3 mois de relation, et là on leur sort, on va avoir un bébé. C'est faux. C'est pas on qui a dit. J'étais recroquevillée derrière Serge, sur ce fauteuil, apeurée de la réaction de mes parents. Et c'est lui qui l'a dit. Je m'en souviens très bien parce que pendant longtemps, je me suis dit comment ça se fait que j'avais pas assumé. Mais c'est une autre histoire. D'un coup, un silence pesant. Mon papa se lève, se sert un grand verre de whisky, sec, le boit d'un trait, puis dit ok, vous allez assumer? Donc, on vous soutiendra. Pendant ce temps, le père de Serge, lui, pensait qu'on gâchait nos vies. Et il disait que si on voulait pas tout foutre en l'air, je devais avorter. Voyez un peu le tableau?
Mais pour nous, ce bébé, c'était un choix. On le voulait. On ne cherchait pas à connaître qu'est-ce que ça pouvait être comme responsabilité d'avoir un enfant. On n'a pas forcément anticipé justement toute cette partie-là. Mmh. On n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce que ça pouvait emmener comme bouleversement dans un quotidien et dans un couple. Mais au fond de nous, il y avait cette chose qui disait que on le voulait vraiment. Mmh. C'était comme la concrétisation, en fait, de notre amour. C'était comme une représentation physique du fait qu'on s'aimait, un témoignage vivant. En octobre 2005, on a emménagé ensemble. On préparait en même temps notre mariage parce que c'était une étape aussi qui était très très importante et qui correspondait totalement à nos valeurs respectives et à nos convictions. Donc on a commencé à créer notre petit nid. La grossesse se passe plutôt bien. Quelques nausées, certes, de la fatigue, beaucoup de fatigue, mais on est sur notre petit nuage et c'est comme si à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre vraiment. Même les petites frictions qui peuvent commencer à pointer sont vite banalisées. On prépare la chambre de bébé, on achète les petits bodys et là on se dit waouh, c'est tout C'est petit. tout petit. On a du mal à imaginer en fait qu'ils vont rentrer dedans. Il y a tellement de choses qui sont belles et qui commencent en fait à nous projeter dans ce futur Mmh. où bébé sera là. On suit les cours d'accouchement parce que du coup c'était important ben voilà, ça fait partie en fait du parcours de grossesse. Et on essaye d'être des bons élèves, de faire les choses bien comme il faut. Quand on dit respire, on respire bien et tout. On fait tout comme il faut. Et surtout, on se disait: «C'est bon, on est prêt, on va y arriver». On se sentait prêt. Et puis, le grand jour arrive. Mars 2006, après 17 heures de long et laborieux travail, purée, je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. Franchement, on est des warriors, mesdames. Notre petit garçon arrive. Mais quand on me le pose sur le ventre, je ne vois pas un bébé. Je vois une chose. Bleue, rabougrie, avec du sang et un espèce de truc blanchâtre partout. Cette image m'a marquée parce que j'avais grandi avec les films romantiques où quand bébé arrive, il est déjà tout beau, tout mignon, tout rose. Imaginez-vous, c'était il y a plus de 20 ans. C'était pas comme maintenant. On ne montrait pas les choses, on ne disait pas les choses pour ne pas effrayer les mamans. Donc moi, j'avais cette idée-là en tête et quand il est arrivé à ce moment-là, je me suis dit: «Mais c'est pas ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce que j'attendais» et je ne réalise pas. 17 heures, c'est long, mais en même temps, c'est tellement court et c'est vraiment un choc. Je ne le reconnais pas comme mon fils. C'est pas celui qui était dans mon ventre à me donner des coups. Je n'ai pas cet instinct maternel et cet amour qui, dans ma tête, aurait dû m'envahir d'un coup, comme on me l'avait dit, ben, il est pas là. Moi, au contraire, pour moi, c'est un moment très fort. Parce que pendant toute la grossesse, je me suis senti très spectateur. Je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer avec bébé. J'avais plein d'appréhensions. Beaucoup d'appréhensions, surtout dû au fait que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est arrivé aux papas du coup qui vont nous écouter. Mais à chaque fois que bébé bougeait dans le ventre de Martine et qu'elle me disait: «Viens, pose ta main et tout», il est en train de bouger.
J'arrivais, empressé, je posais ma main, et là, calme plat. Plus un mouvement. Et du coup, je repartais à mes occupations. Bébé se remettait à bouger, il dit, il bouge, reviens. Je courais à nouveau, je posais ma main. Et plus rien. Et ça à plusieurs reprises, jusqu'à ce moment donné, je disais à Martine, arrête de m'appeler en fait quand il bouge, parce que c'était en train de me frustrer. En fait, j'étais en train d'alimenter une peur, la peur en fait que mon fils ne m'aime pas. Je faisais des cauchemars où il passait de bras en bras, et ça allait bien avec tout le monde, mais quand il était dans mes bras, il se mettait à pleurer, à hurler, et il ne voulait pas rester. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est enfin l'occasion pour moi de prendre ma place de père. Et alors que je le tiens dans mes bras, je pose mon petit doigt dans sa main, et là, il l'agrippe, et tout fait sens. Je me sens submergé d'amour, d'un amour que je ne pourrais pas décrire, tellement il était fort, il était intense. Puis on rentre à la maison, et là, le choc. On est seul avec ce petit être qui a besoin de nous, qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes, on ne se connaît plus vraiment. Et on doit pourtant s'adapter et rien du tout ne se passe comme prévu. Comme prévu par nous, bien entendu. On avait nos rêves, nos espoirs, nos idées, nos principes, ce que moi j'avais lu dans des livres, regardé à la télé, dans les émissions. On m'avait dit: «Un bébé, il dort à peu près au bout de 3 mois, il fait ses nuits, ça va aller, c'est génial, tu vas pouvoir le prendre». Mais Evan dort peu, Très peu. il est agité. Il ne prend pas correctement le sein alors que j'avais une envie folle d'allaiter. Au bout de un mois et demi, il est passé au biberon parce que j'avais mal, parce que il arrêtait pas de pleurer à chaque fois, parce que je me sentais enfin, j'avais l'impression de ne pas lui donner assez de lait maternel et je me suis sentie vite dépassée, en fait. Ma maison, c'était un bordel sans nom. Moi qui étais avant qu'il arrive, très organisée, la maison était propre, tout se passait bien, le repas était prêt à l'heure quand Serge arrivait. Là, j'avais l'impression d'être dans une espèce de machine à laver, je sais pas si vous voyez, mais d'être secouée dans tous les sens. On me disait: «T'inquiète, dors quand bébé dort». Mais quand bébé dort, en fait, bah, on s'occupe du reste, du linge, de la maison, des choses à faire, des papiers, du boulot, enfin bref, mais on ne dort pas. Notre petit vélo dans notre tête, il s'agite et non seulement c'était le grand bordel dans la maison, mais je m'occupe de lui parce qu'il faut s'occuper de lui. Mais je ne ressens pas ce lien particulier que je cherche pourtant, mais c'est pas là, comme moi je l'espère et là, je me sens coupable parce que autour de moi, en fait, dans ma famille, c'était pas ça. On m'avait dit: «Tu verras, c'est extraordinaire, c'est l'amoureux de ta vie, tu vas l'aimer, c'est tu vas plus vouloir le lâcher» et en fait, c'était pas ça. Donc cette culpabilité était venue m'envahir. J'étais une mauvaise mère et tout doucement, j'ai glissé vers la dépression postpartum. À cette époque, je ne savais pas ce que c'était. On n'en entendait jamais parler. Il m'a fallu des années de recherche avant de comprendre.
que ce que j'avais vécu, c'était bien ça. Et donc, je suis épuisée. Et à qui j'en veux? Oui, à moi, mais j'en veux aussi à Serge, parce que j'ai l'impression qu'il ne m'aide pas, que je suis seule dans mes pensées. Et dès qu'il part au boulot, bah, je pleure parce que je veux pas qu'il me laisse. Et quand il rentre, bah, c'est la dispute assurée parce que les émotions, ce que j'ai vécu viennent s'entrechoquer. C'est lui mon lien et là, ça explose. On n'a plus de moments à deux. Notre quotidien est bouleversé, tout va à 100 à l'heure. Moi, j'ai l'impression d'être entre deux feux, mes propres injonctions que je me mets parce que je suis responsable maintenant d'une famille, parce que ben, j'ai une femme et j'ai un enfant, et en même temps, ben, les besoins de Martine qu'elle me crachait au visage la plupart du temps. Je vais vraiment dire ça cracher parce que c'était pas des choses qui étaient posées avec C'était pas douceur. tendre. Mmh. C'était vraiment jeté comme un je t'en fais pas assez, mais comment tu peux être fatigué? C'est moi qui fais tout et t'es jamais là. Et en fait, tout ça, ça me faisait mal. Je me sentais pas du tout aligné. J'avais l'impression d'être complètement à côté de ce que on s'était dit. Vous savez, ce moment où au début, quand on a découvert la grossesse, on s'est dit, en fait, on s'aime et ça ira et notre amour nous permettra de tout traverser. Et là, finalement, ben, bébé prend toute la place. Il prend vraiment toute la place. Toutes nos actions, toutes nos pensées, tout, tout ce qu'on fait tourne autour de lui. Alors oui, c'est en partie normal parce que c'est un petit être qui a besoin de nous pour survivre, mais en même temps, à ce point-là, ça en devenait lourd en fait. Malgré tout, on a préparé notre mariage et après notre mariage, alors qu'on s'était imaginé, enfin que je m'étais imaginé que ça y est, maintenant que le mariage était fait, bah, ça amenait une pression, l'organisation du mariage et tout supplémentaire. Mais si maintenant que c'était fait, ça y est, ça va aller mieux, ça va couler parce que maintenant on est mariés, on est entre guillemets une vraie famille. Donc pour nous c'était important, on partagé ça ensemble. On s'est dit, ça y est, le plus dur est derrière nous, maintenant ça va glisser tout seul. Et non, c'était encore pire. On s'est éloigné physiquement et émotionnellement. Oui, physiquement. À tous les hommes qui nous écoutent, imaginez-vous rester plusieurs mois sans intimité sexuelle, sans relation sexuelle. C'était dur parce que Martine n'avait plus aucun désir pour moi. J'avais beau tout essayer, ça savez, pas juste être insistant parce que c'était pas mon intention, mais je faisais des cadeaux, je lui disais je t'aime, j'essayais de gérer au mieux la maison, et malgré tout, rien. C'était devenu la guerre. Une guerre de qui a raison, qui en fait le plus, qui est le plus fatigué de nous deux. Tout devenait un sujet de dispute. Et comme Serge le disait, pourtant, on est bien d'accord, c'était notre désir, c'était vraiment notre rêve. On s'aime. Mais on ne comprenait pas en fait ce fossé qui s'installait entre nous. Et peut-être que toi aussi tu l'as vécu ou que tu es en train de le vivre en nous écoutant et tu te dis: «Oh, ça c'est notre histoire». Cette espèce de sentiment de ne plus te reconnaître, ni reconnaître la personne avec qui tu es. Et c'est franchement flippant, disons-le. Pourtant, en août 2007, malgré tout ce qu'on traversait, notre deuxième garçon arrive. Oui, c'était un choix, parce que disons-le franchement, quand j'ai rencontré Serge, il m'a dit: «Tu sais quoi? Moi, je veux 13
enfant. Donc on est bien d'accord, il fallait enchaîner, hein. Et c'était vraiment un désir. À ce moment-là, oui, j'allais pas forcément bien, mais je me disais: «Peut-être qu'avec un deuxième, il y aura quelque chose de nouveau» et je suis quelqu'un comme ça. À ce moment-là, je voulais faire plaisir. Faire plaisir à Serge, faire plaisir à mon beau papa qui voulait avoir une petite fille. Bon, c'est un petit garçon, mais à ce moment-là, je voulais faire plaisir. Mais moi, à l'intérieur, pendant 5 ans, la dépression m'a bouffée. Je ne me reconnaissais plus. Et Serge non plus d'ailleurs. Oui, parce que du coup, ce deuxième enfant qui on se disait: «Bah, ça y est, le premier est arrivé, ça a été dur, mais maintenant on sait comment c'est». Donc on va pas se laisser avoir par les mêmes pièges et pourtant, ça a été encore plus dur. Martine n'était pas bien, comme elle disait, avec sa dépression postpartum, que je ne comprenais pas à l'époque, mais je voyais que ça allait pas et je voyais que j'avais beau tout essayer, ça changeait rien et je m'en voulais de ça. Je m'en voulais parce que je me sentais pas à la hauteur en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que père. J'avais l'impression que tout ce qui allait mal était de ma faute. J'avais l'impression de tout faire pour qu'elle aille bien, mais c'était comme si je brassais de l'air. Rien ne suffisait. On n'arrivait plus à être un couple. On était des parents, Mmh. des parents débordés, fatigués, très fatigués et totalement impuissants face à cette nouvelle vie qui nous tendait les bras, qu'on avait espéré, mais ô combien on n'imaginait pas traverser ce qu'on a traversé. Et là, vous dites: «Bah, mon Dieu, si c'est ça la parentalité, au secours, on n'en veut pas». On vous parle des moments durs, d'accord? Parce qu'on sait à quel point ils sont quand même fondateurs du changement. Mais il y en a eu des bons moments aussi. C'était pas tout noir, pas tous les jours. Ça nous arrivait d'avoir des moments d'éclat de rire, des bons moments avec nos petits bonhommes, mais on n'était pas préparés, en fait, à la parentalité, à ça, dans la parentalité et dans notre couple. On ne nous avait jamais dit que prendre soin de notre couple était primordial pour tenir dans la durée et dans l'engagement qu'on s'était fait tous les 2. On a fait bien des erreurs, mais on a tenu. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que si on voulait pouvoir sauver notre couple, on avait besoin d'aide. Et on en a trouvé auprès de thérapeutes, auprès d'amis, de notre famille, et même d'autres professionnels à qui on a pu faire appel et qui nous ont réappris en fait à nous parler, à se choisir pour qu'on puisse mieux se retrouver. Créer cette connexion qu'on avait perdue quand nos enfants sont arrivés. Et oui, les mauvais côtés, les moments difficiles, sans parler de mauvais côtés, les moments difficiles font partie de cette grande et belle aventure. Mais le truc, c'est que il est important de pouvoir en parler et c'est ce qu'on veut nous à travers ce podcast. Parce que vous dire simplement que avoir un enfant, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est que du bonheur, que vous allez vous épanouir, que vous allez voir. Au début, c'est un peu difficile les nuits, mais ça s'arrange très vite et tout ça. En fait, ça nous fait nous projeter sur quelque chose qui peut ne pas arriver et ça crée une énorme frustration quand on se dit
que ça va aller et que nous, on n'y arrive pas. Donc nous, on veut essayer de parler vrai. On veut essayer de parler aussi de cet envers du décor, mais cet envers du décor qui en vaut la peine à partir du moment où on fait le choix, chaque jour, d'avancer ensemble. Aujourd'hui, on a 4 garçons. On est toujours ensemble. Ça fait 20 ans que Martine et moi, on se connaît. Et on va fêter nos 19 ans de mariage cette année. On accompagne les couples de parents à traverser ce que nous aussi, comme nous, ce qu'on a traversé, à traverser ces moments, à pouvoir se dire, écoute, c'est difficile, mais on a de l'aide et on va y arriver. Et quelle joie pour nous à chaque fois qu'on voit des couples de parents qui sont débordés, qui n'en peuvent plus, qui sont déconnectés totalement, où il y a une pression dans la relation. Après quelques semaines, quelques mois d'accompagnement, pouvoir redécouvrir le goût d'être ensemble. Tout a commencé par moi. En 2017, j'ai eu envie de créer mon entreprise et d'accompagner les papas parce qu'il n'y avait rien pour accompagner papa à l'île de la Réunion à cette époque. Du coup, je me suis formé. J'ai passé également un diplôme pour être thérapeute conjugal et familial. Je me suis formé à la communication non violente et à plein d'autres outils qui me permettent aujourd'hui de pouvoir en faire bénéficier chaque couple qu'on accompagne. Et dans cette belle aventure, Martine m'a rejoint depuis 2021. Parce que bien que j'ai commencé avec les papas, on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'est pas juste les papas. Qu'est-ce qui était important, c'est pouvoir effectivement remettre le couple en priorité. Parce que nous, c'est ce qui nous a permis en fait de sauver notre famille. Du coup, on guide les couples parents vers une relation plus solide, plus vivante, plus vraie. Et c'est ce qu'on a voulu créer à travers ce podcast. Chérie, pose le doudou. Pourquoi pose le doudou? Pose le doudou, c'est à la fois le doudou du petit, où on se dit, écoute, enlevons notre casquette de parents, pose le doudou, et prenons un temps pour nous, pour chérir ce nous qu'on a construit, pour mettre en priorité notre couple, notre relation. Et en même temps, pose le doudou, c'est aussi pour les parents qui peut-être vont se reconnaître, mais moi je suis passé par là. Ce côté où justement l'enfant devient comme un doudou sécure parce qu'on a un peu de mal en fait à se redécouvrir et à redécouvrir l'autre. On ne sait pas forcément quoi lui dire. Et du coup, l'enfant devient ce doudou sécure avec lequel on s'accroche pour éviter justement de se retrouver mal à l'aise face à l'autre. Donc, chérie, pose le doudou. C'est vraiment un podcast où on a envie de pouvoir accompagner, écrire une histoire nouvelle et construire avec tous ceux qui vont nous écouter, du coup, un couple fort pour une famille forte. Alors, bienvenue dans cette aventure et sachez qu'on est très heureux que vous soyez là avec nous. D'ailleurs, c'est la fin de cet épisode. Abonne-toi, laisse une revue et on t'attend pour le prochain. Ça y est, on est déjà à la fin de cet épisode de Chérie, pose le doudou. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse une revue et partage-le autour de toi. Et si ton ou ta partenaire n'est pas sur le canapé avec toi, glisse-lui le lien, comme un petit clin d'œil discret, un « je pense à toi ». Parce que parfois, un simple lien audio peut ouvrir une vraie discussion. À très vite pour la suite.